Bonjour, bienvenue sur le plateau de Village Semences pour ce nouveau numéro de Poussons le débat, votre rendez-vous d'échange et de débat sans langue de bois. Et aujourd'hui, on va parler argent, on va parler revenus des agriculteurs multiplicateurs de semences, répartition de la valeur entre tous les acteurs de la filière et aussi répartition géographique pour préserver la production sur l'ensemble de l'Hexagone pour répondre aux demandes diverses et variées des agriculteurs de l'ensemble du pays. Alors, des sujets, vous l'avouerez, très sensibles pour la profession. Et pour en parler, j'ai à côté de moi 3 experts. Thierry Maumont, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général délégué de KWS Maumont dans les Hauts-de-France. Alors vous, votre métier, c'est la sélection variétale et les productions de semences. Tout à fait. Plutôt dans quel secteur ? Plutôt pour quel type de produit ? Alors pour ce qui concerne notre société proprement dite, on fait partie d'un groupe, mais nous, à l'intérieur de ce groupe, on a un certain nombre d'espèces sur lesquelles nous sommes spécialisés. Ce sont les céréales à paille, le colza, le pois protéagineux, la betterave fourragère. Pierre Pagès, bonjour. Bonjour Philippe. Vous êtes vice-président de SEMAE et aussi agriculteur, multiplicateur de semences de maïs, si je me souviens bien. Je suis agriculteur dans le sud-ouest, dans la région de Pau, et je produis des semences de maïs, de tournesol et de soja. Alors on aura l'occasion de reparler de vos cœurs de métier. Laurent Bourdil, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président de l'Association nationale, je vais essayer de le dire en une seule fois, des agriculteurs multiplicateurs de semences oléagineuses. Vous êtes agriculteur dans le Lauragais. Tout à fait. Vous êtes quasiment voisin de Pierre, non ? Voisin il y a quelques centaines de kilomètres. Voisin de loin. Oui. Voilà. Même ma région est plus jolie et plus attrayante que la sienne. On est bien d'accord. Et là, il y a un début de conflit. Vous voyez, le premier conflit de l'émission, ce sera sur cette région. On a l'impression de voir des supporters d'équipes de rugby en disant oh ben non, mais moi, mon équipe, elle est bien meilleure que la sienne. Vous, vos productions, c'est quoi ? Les productions que l'ANAMSO suit, c'est donc le colza, le tournesol et le soja principalement. Alors, à première vue, quand on parle de la filière semences, quand on regarde les chiffres, on se dit que tout va bien. Chiffre d'affaires global, 3,5 milliards d'euros l'année dernière. Une filière très représentée. Moi, je voudrais savoir si ça va si bien que ça ou si c'est juste une vue de l'esprit. On va commencer avec vous, Laurent. Dire que ça va bien, oui, les chiffres, les résultats qui sont donnés pour les chiffres à l'exportation ou sur la balance commerciale montrent bien qu'on est excédentaire. Sur le terrain, effectivement, c'est un peu plus différent puisque donc, on est entre discussion entre les établissements agriculteurs et là, donc, on parle de répartition de valeur et que chacun s'y retrouve. Et donc, c'est là qu'on a besoin d'avoir tous les éléments entre les coûts de production des uns et des autres et puis la marge restante pour chacune des parties parce que l'intérêt pour que ça fonctionne dans le temps et dans la pérennité, il faut que chacun s'y retrouve, autant le semencier que l'agriculteur. Puisque nous, les agriculteurs, on a besoin des semenciers pour travailler, et eux, ils ont besoin de notre savoir-faire et de nos terrains et de nos outils pour pouvoir produire. Alors, Pierre, si on écoute Laurent, on a l'impression que ça ne va pas si bien que ça. Ça va pas si bien que ça. L'emballage est beau, mais à l'intérieur, c'est moins beau. C'est le global qui est certainement bon, mais après, c'est une question d'équilibre entre les différentes familles de la filière et les différents opérateurs qui construisent cette filière-là. On a d'un côté des entreprises de sélection et Thierry le dira mieux que moi, qui ont besoin de ressources pour porter la génétique. On a besoin d'agriculteurs qui ont besoin d'avoir un revenu suffisant pour pouvoir produire des semences de qualité, mais on a aussi besoin d'entreprises de production et d'entreprises de distribution. Donc tout le monde doit se retrouver et doit retrouver un équilibre dans la filière tout en gardant une compétitivité. On n'est pas seul, on a des concurrents et donc il faut aussi qu'on préserve notre compétitivité pour rester présent sur le marché. Thierry Maumont, votre vision, vous, de la situation aujourd'hui ? Vous regardez le verre à moitié plein ou à moitié vide ? Tout dépend dans quel secteur d'activité vous travaillez, parce que là, on parle de chiffre d'affaires consolidé. Et puis un chiffre d'affaires, ce n'est pas un résultat. Hein. On peut faire un très gros chiffre d'affaires et perdre de l'argent. Il y a des filières qui sont en difficulté, il y en a d'autres qui se portent beaucoup mieux. Donc c'est au cas par cas. Quelles sont celles qui vont bien, par exemple ? Les filières les plus exportatrices de la France sont le maïs, le tournesol, les potagères. Mais les potagères, là, depuis la Covid, c'est un peu moins bien que ça n'a été. Et puis il y a des filières qui sont dans la souffrance. Hein, je pense notamment aux protéagineux et même maintenant aux céréales à paille pour lesquelles les taux d'utilisation deviennent vraiment très inquiétants. Laurent, pourquoi ça ne va pas dans le secteur des protéagineux ? Les protéagineux, il y a déjà le fait que ce soit une autogamme. Donc la sélection n'a pas suivi puisqu'elle n'a pas été soutenue pour pouvoir développer les variétés et répondre aux attentes des agriculteurs. Mais ça, je veux dire, quelque part, c'est les agriculteurs eux-mêmes qui se sont trompés peut-être dans le processus. Et ensuite, en termes de rémunération, les prix de ces productions-là ne sont peut-être pas à la hauteur
de permettre d'être concurrentiel avec d'autres espèces sur l'assolement. Et de ce fait, les agriculteurs ne les mettent pas en place. Alors je vais vous poser une question que j'adore poser. Et pour finir, pardon, il y a Oui, je vous en aussi prie. des impasses techniques qu'on a sur certaines espèces, sur des produits, pour soigner nos plantes, donc par rapport à des fongiques ou autres, qui sont un frein aussi à certaines productions. Alors, vous savez que j'aime bien de temps en temps mettre les pieds dans le plat et appuyer là où ça fait mal. Quand vous dites que ça rapporte pas, enfin que les rapports sont pas importants, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre production n'intéresse plus, ou ça veut dire que entre vous et l'agriculteur qui va utiliser au final les graines, il y en a quelques-uns qui gagnent un peu plus d'argent que vous. Est-ce qu'on a dans votre secteur le même problème que dans la grande distribution avec les produits alimentaires? Il y a effectivement, sur une même espèce qu'on va multiplier, quelle que soit la région où on va être, hein, la marge finale sera différente. Parce que les coûts de chaque unité d'exploitation est différent, le coût de l'eau sera différent, de chaque exploitation est différente, et de ce fait, la marge est différente. Et selon les conditions climatiques de chacune des régions, certaines auront un meilleur succès pour arriver au rendement objectif que d'autres, et de ce fait, ça donne un décalage, quoi. Mais ensuite, il y a aussi tout l'aspect politique agricole commune qui fait que certaines espèces sont plus faciles à mettre en place et mieux développées, quoi. Pierre Pagès, depuis quelque temps, on voit que tout augmente, hein, le coût de l'énergie, le coût de l'eau, en plus la raréfaction de l'eau. Ça vous pose des problèmes? Ça fait que pour aujourd'hui, produire des semences, ça coûte plus cher? Alors évidemment que ça pose des problèmes, ça coûte plus cher, oui, et c'est On sûr a une idée quand on du voit surcoût? l'augmentation du coût de l'énergie est aussi importante pour nous à travers l'irrigation. Laurent le disait, on a des moyens de production qui sont en baisse, donc tout ça vient surenchérir le coût. Alors c'est très variable d'une espèce à l'autre le coût, donc on a vraiment une augmentation qui est importante en tout cas sur nos productions. Mais De l'ordre de combien par exemple sur le maïs? Sur le maïs, là on a les contrats qui s'ajustent sur le prix de revient. On va avoir des augmentations qui vont être de l'ordre de 30%, oui, autour de 25-30%. Oui, c'est énorme. Je pense mais que pour un agriculteur, c'est c'est aussi une augmentation des coûts. Il y a une forme de rattrapage aussi. Là, je parle des contrats agriculteurs, une forme de rattrapage sur une évolution des coûts qui n'avait pas forcément été intégrée. Encore une fois, on est dans un environnement qui est très concurrentiel et avec une pression forte de la distribution sur les achats. On parlait de distribution de produits alimentaires tout à l'heure. La distribution agricole, c'est aussi beaucoup concentré et donc on a aussi une pression qui est mise de ce point de vue-là. Donc il y avait nécessité aussi de rattraper un retard qu'on avait pu prendre sur la répercussion des coûts. Oui. En 2021, de mémoire, je crois que ça tanguait très fort, hein, entre vous et la distribution, notamment sur le maïs. On en est où? Alors on a eu effectivement des discussions un petit peu animées, on va dire ça comme ça, viril mais correct, comme on dit dans le les rugby. Distributeurs, tout à fait. Mais ce qu'on a cherché à faire, en fait, c'est objectiver les choses, parce que tout le monde essaie de défendre sa part du gâteau, ce qui est bien légitime. Mais quand on parle de répartition de la valeur, il faut savoir de quoi on parle exactement. Donc ce qu'on a fait sur la filière maïs, on a lancé une enquête qu'on va poursuivre tous les ans. On veut que ça devienne une enquête récurrente pour essayer de comprendre comment cette valeur se répartit sur la filière. Et donc ça nous a aussi beaucoup aidé pour enclencher des discussions avec la distribution. On a pris une organisation indépendante pour faire ce travail-là, qui a fait des sondages et qui a fait qui a interrogé les différents maillons de la filière. Et ça nous a permis d'abord de comprendre comment la répartition était organisée. Et puis derrière, au-delà de purement des conditions d'achat, c'est aussi d'essayer de comprendre sur quel levier on peut jouer pour être plus efficace dans la mise en marché. C'est effectivement essayer de mieux répartir le gâteau, on va dire ça comme ça, mais aussi voir comment on peut travailler à une meilleure efficacité de la mise en marché des produits. Et c'est ce qu'on est en train de lancer aujourd'hui, quoi. Alors on va continuer sur le parallèle avec les produits alimentaires et la grande distribution. Thierry, hier s'achevaient les négociations annuelles, ce grand psychodrame autour du prix du paquet de biscuits. Est-ce que chez vous, il y a aussi ça? C'est-à-dire quand vos semences, est-ce qu'il y a avec la distribution un psychodrame annuel pour négocier les prix, négocier la mise en marché? Alors il faut bien différencier les négociations qu'on a d'un côté avec les agriculteurs multiplicateurs et les négociations qu'on peut avoir avec nos clients. Ils ne se font pas au même moment. Vos clients sont les distributeurs? Oui, ça ne se fait pas au même moment et on n'est pas du tout sur le même registre de discussion. Donc les discussions avec nos clients distributeurs, elles sont finies depuis déjà un certain temps. On peut dire que globalement, vers le mois de novembre,
on est censé avoir bouclé nos négociations commerciales pour des semences de printemps type maïs, tournesol par exemple. En revanche, les semis de production pour le maïs et le tournesol, ils vont se déclencher à partir du mois de mars et jusqu'à la fin du mois d'avril. On est toujours en possibilité aujourd'hui, si on avait des difficultés à trouver des hectares ou un accord, on pourrait très bien imaginer être encore en situation de discussion. Pour d'autres espèces, je prends le cas concret d'une espèce qui est particulièrement sensible, c'est le colza, parce qu'entre le semis et la récolte, il y a à peine le délai pour la réflexion. Donc là, il faut presque se téléphoner la nuit pour pouvoir semer le lendemain. Donc chaque espèce est un cas particulier et on adapte effectivement nos discussions, que ce soit en amont avec les multiplicateurs ou en aval, l'inverse plutôt, avec les distributeurs, à un calendrier qui est différent. Alors quand on voit que produire coûte, comme le disait Pierre tout à l'heure, 30% de plus, sur quel levier on peut actionner pour faire baisser ces coûts de production, si tant est que ce soit possible? Laurent? Pour baisser les leviers, déjà pour compléter les propos de Thierry, sur la rémunération des producteurs, quand les discussions se font, il faut savoir, comme dans le cas du colza par exemple, il faut déjà discuter la campagne suivante, alors que celle qu'on vient de récolter n'est pas réglée et clôturée. Donc déjà, pour l'esprit de l'agriculteur, c'est quand même un engagement de partir une partie à l'aveugle, puisqu'on ne sait pas où en année de l'année précédente, de l'année N. Et donc pour renégocier quand on part sur l'année suivante pour baisser nos marges, en fait c'est soit d'agrandir les parcelles, soit de travailler avec du matériel mutualisé pour réduire des marges, pour faire des économies d'échelle entre voisins ou sur son exploitation. C'est un des premiers pas à faire. Voilà. Après, c'est toute la technologie qu'on a pour réduire nos intrants, nos matières actives, pour réduire la marge. Et ensuite, bon, c'est toujours la difficulté qu'on a, notamment cette année avec toute l'inflation qu'on a sur l'énergie, c'est que nous, on achète nos intrants 6-8 mois à l'avance. Et on négocie des prix postérieurement. Donc on peut se retrouver dans un effet ciseau, comme c'est un peu le cas particulièrement cette année, où l'effet marge est plus difficile à accepter et à visionner dans les mois à venir, quoi. Et est-ce qu'il est envisageable pour certains agriculteurs multiplicateurs de semences de dire du jour au lendemain, j'arrête, parce que finalement c'est moins rentable de faire par exemple des semences de maïs que de faire du maïs qui va partir pour faire de la conserve ou des pop-corn? Mais c'est le gros souci qu'on a en ce moment, c'est qu'avec l'augmentation des matières premières et puis des cours des céréales, des oléagineux sur la campagne 2022, pour la campagne 2023, on se retrouve avec des marges finales entre la semence et la consommation, les production de semences et la consommation, qui sont très faibles, voire nulles. Et de ce fait, certains agriculteurs disent « je me retire », ce qui, à mon avis, une erreur, en tant que ce soit de défense d'agriculteurs, une erreur stratégique pour l'avenir. Parce qu'un agriculteur qui sort du réseau ne revient pas. Parce qu'en fait, il faut des années pour avoir des rotations, des isolements, puis l'état d'esprit semencier. Et donc, il faut qu'on trouve, avec nos partenaires semenciers, tous les moyens pour pouvoir maintenir le réseau et le consolider pour l'avenir. Ça arrive, ça, Pierre, dans votre région, du côté de Pau, que certains de vos collègues arrêtent les frais, si je puis dire? Alors, oui, ça arrive, d'autant qu'on sort d'une année qui a été extrêmement compliquée en termes de production, puisque la sécheresse et les excès de chaleur ont fait que sur la production de maïs semence, il nous a manqué 30% des volumes. Le résultat était inférieur de 30% à ce qu'on attendait. Donc ça, quand on met ce que vient de dire Laurent, plus une incertitude sur les résultats liés au climat notamment, il est difficile derrière de remobiliser les troupes d'une certaine manière pour reproduire. Cela étant, on a aussi des mécanismes de sécurisation qui permettent aux agriculteurs de sécuriser leur production à travers les assurances. On a aussi une mutualisation des revenus entre agriculteurs qui se met en place. Et puis, les entreprises aussi ont besoin de ces réseaux d'agriculteurs, donc les accompagner. Je crois que ça, c'est un élément clé de la capacité du réseau à redémarrer. C'est les outils qu'on peut mettre en place pour sécuriser les producteurs. C'est des agriculteurs qui ont un niveau de technicité important, qui mettent beaucoup d'argent pour lancer la production. Donc c'est aussi un des enjeux d'arriver à les accompagner et de les sécuriser sur les résultats qu'ils peuvent avoir. Alors, assurance et mutualisation, certains de ceux qui nous regardent ne sont pas des spécialistes de l'agriculture. Est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement comment tout ça fonctionne?
Les assurances, on a ce qu'on appelle des assurances multirisques climatiques. Donc ça, c'est qui est en train de se mettre en place sur un format différent maintenant dans le cadre de la PAC, qui est financé par la politique agricole commune et c'est les compagnies d'assurance en fait qui assurent sur un certain nombre d'accidents climatiques, notamment la sécheresse, les coups de chaleur, mais aussi quand il y a des excès d'eau, etc., etc. Et ça compense une partie du revenu de l'agriculteur. On a aussi des mécanismes donc, de mutualisation où on met en place des fonds de soutien en fait, qui sont en général cofinancés par les agriculteurs et les établissements producteurs de semences. Donc ça, c'est les deux éléments les plus importants de la sécurisation. On a aussi un risque génétique sur la production, enfin en tout cas en maïs, mais je pense que c'est vrai sur d'autres espèces où on a une variabilité qui est liée aux variétés et à des comportements liés à la génétique qui peuvent être différents d'une année sur l'autre. Et qui font que là, les établissements aussi prennent en charge une partie des problèmes quand il peut y en avoir. Et tout ça contribue à mettre en place un cadre qui permet à l'agriculteur de sécuriser son revenu, même s'il y a des accidents. Thierry Momont, j'aurais tendance à dire que moi, je ne voudrais pas être à votre place. Parce que quand j'entends Pierre Pagès et Laurent Bourdil à l'instant nous dire « Ouais, il y a peut-être des agriculteurs qui vont arrêter, il y a peut-être des problèmes d'approvisionnement. » Vous, au final, vous allez avoir moins de produits à vendre. Alors, vous faites comment, docteur ? Eh bien, comme nous ne souhaitons pas avoir moins de produits à vendre, nous sommes dans l'obligation de trouver une solution avec nos partenaires de toute façon. Vous importez ? Ça dépend des espèces. Pour certaines espèces, c'est pas seulement de l'importation. Il faut bien comprendre que, comme l'a souligné Pierre il y a quelques minutes, nous sommes soumis à des aléas climatiques. Et on ne peut pas prendre le risque de concentrer toutes nos productions dans une seule région. Cela hypothéquerait la disponibilité en semences. Donc nous organisons la production de manière à pouvoir assurer un approvisionnement normal du marché. Et nous sommes obligés, bien évidemment, de prendre le risque climatique en considération. Mais encore une fois, lorsque les coûts de production augmentent, nous n'avons pas d'autre alternative que de répercuter chez nos agriculteurs multiplicateurs les augmentations de prix qui sont incontestables. Lorsque, avec la crise ukrainienne, le prix du blé a quasiment doublé, nous sommes bien évidemment dans l'obligation d'accompagner nos agriculteurs multiplicateurs dans les mêmes proportions. On ne peut pas avoir une économie à double vitesse pour un produit qui, même s'il a une destination semence, reste dans... Un grain de blé au départ. Bien sûr. Donc finalement, quand le cours du blé augmente, pour certains de vos collègues, c'est plutôt une bonne opération, même chez les multiplicateurs, ou pas ? Oui, c'est une bonne opération parce que les multiplicateurs ont un revenu qui est plus ou moins indexé sur le prix de la céréale qui correspond. Donc pour ce qui est s'agissant du maïs, la valeur du maïs grain a forcément un impact. Pour les raisons qu'évoquait Laurent tout à l'heure, l'agriculteur, au bout d'un moment, s'il se rend compte que le prix du maïs grain est aussi rémunérateur que le prix du maïs semence, il ne va pas mettre en route toutes les contraintes qu'il va avoir pour produire du maïs semence. Donc on est obligé d'une certaine manière de se caler sur ce prix-là. Oui. Alors on va aussi, Laurent, faire un peu de pédagogie parce que en vous écoutant, je me dis effectivement, produire un épi de blé qui va partir à la meunerie ensuite, ou produire un épi de blé qui va finir en graines, c'est pas tout à fait la même chose, c'est plus technique et plus compliqué. Est-ce que je me trompe ? Oui, non, mais c'est deux métiers différents. Quand on fait la semence ou quand on fait le grain de culture, c'est deux métiers différents et deux gestions d'entreprises qui sont différentes. Qu'est-ce qui est différent ? La façon de voir, parce que si on fait de la grande culture, on peut fixer un prix au moment du semis, donc vendre même 2 ans à l'avance, vendre en anticipé, donc et on connaît déjà nos marges à l'avance. Sur une semence, c'est beaucoup plus technique et beaucoup plus risqué, parce qu'il y a des aspects variétaux, donc de paiement à la qualité sur la germination, sur la qualité variétale. Et donc du coup, il y a quand même un risque, et les génétiques, les hybrides qu'on multiplie sont plus à risque par rapport aux effets climatiques. Donc on prend plus de risques, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un écart de valeur. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que tout l'intérêt pour pallier à la hausse des prix des cours des céréales ou de chaque espèce qui est considérée, il faut travailler et voir la chose sur plusieurs années. Donc l'intérêt, c'est d'avoir des indicateurs sur les charges, les coûts de production de chacune, de tous les maillons de la chaîne, pour que chacun puisse déterminer le coût que ça va représenter pour produire son espèce, non pas sur une année, mais sur plusieurs,
Parce que faire une année comme on fait cette année, c'est peut-être une erreur parce que l'an prochain, c'est peut-être totalement l'inverse. Donc, au lieu Alors, on fait d'avoir comment des effets, mais avoir des indicateurs sur plusieurs années de référence qui donnent un coût de production moyen sur 3 ans ou 5 ans et qui permettent de lisser un risque de production. Qui va gérer ces indicateurs? Comment ça peut se mettre en place? Aujourd'hui, ces indicateurs, on le travaille au sein de l'interprofession et de CEMAE dans chacune des sections. On a aussi une commission transversale à études et prospectives qui a été mise en place. Son but, ça sera de collecter toutes les données de production, autant de la production de l'agriculteur jusqu'à la distribution et du semencier, donc intermédiaire au milieu. Et donc chaque maillon de la chaîne permettra de déterminer la répartition de la valeur. Alors, on parlait tout à l'heure de la répartition géographique de la France des semences. Est-ce que cette répartition géographique, elle va changer à la lumière des problèmes climatiques qu'on connaît aujourd'hui, des épisodes de chaleur ou parfois des épisodes de pluie assez violentes? Pierre? Oui, ça peut changer, bien sûr. On a d'ailleurs, au moment du lancement du salon, on a présenté un film où on voyait que des productions de semences de courgettes commençaient à arriver dans l'Eure-et-Loire, enfin dans des régions où on les voyait pas traditionnellement. Donc oui, il y a une possibilité de changement. Le changement, je pense qu'il est plus global que ça. D'abord, ça dépendra beaucoup des moyens de production, et notamment de l'irrigation et de la capacité à irriguer, de la sécurisation des volumes anneaux qu'on sera capable de mettre en place. Et pour une espèce comme le maïs, c'est essentiel. Donc ça, c'est le premier point. Mais n'oublions pas que, en tout cas pour le maïs, on n'est pas sur un marché français, on est sur un marché européen. Donc en ce moment, c'est entre guillemets facile parce qu'on a besoin de semences et on sort d'années difficiles. Donc on a plutôt un besoin de production qui est important et toutes les zones produisent. Mais on a connu aussi des périodes où on avait moins de besoins. Et là, on a une forme de concurrence qui se met en place entre les zones de production. C'est pour le maïs, c'est la France, mais la Roumanie et la Hongrie aussi. Et là, il faut qu'on soit très vigilant sur la compétitivité de notre filière. On doit effectivement répercuter les coûts, on doit assurer une rémunération pour tous les maillons de la filière, mais on doit aussi travailler sur la compétitivité. C'est des éléments techniques, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, les conditions de mise en marché sur lesquelles il faut qu'on travaille pour être plus efficace. Mais la compétitivité, elle est clé parce qu'on a des risques. Alors, pas de délocalisation, on ne va pas arrêter des zones entières pour Vous partir n'allez pas ailleurs. aller produire en Pologne ou en République tchèque. Mais il y a des rééquilibrages qui se font et ces rééquilibrages-là, ils se font aussi sur des enjeux de compétitivité. Et alors justement, pour revenir à ces problématiques climatiques et ces problématiques de besoins aujourd'hui, est-ce que votre métier change aussi? Est-ce que vous poussez les limites géographiques qui étaient les vôtres pour aller regarder un tout petit peu plus loin, voir comment on peut s'approvisionner en semences? Je ne dis pas aller importer, je dis changer, aller un petit peu plus loin de votre zone de confort, entre guillemets, des Hauts-de-France. Tout dépend des espèces. On a parlé du colza tout à l'heure et avec sa problématique liée à un délai extrêmement bref entre le semis et la récolte. Ce délai extrêmement bref ne m'encourage pas à produire des semences dans l'extrême nord de la France parce que les récoltes ils sont très tardives et on n'a pas la capacité dans ces cas-là de pouvoir préparer les semences et les livrer à temps. Donc aller produire du côté dans le de Lauragais chez Laurent, par oui, exemple. en plus ça nous donne une occasion d'aller manger un bon cassoulet. Donc aller produire dans le Lauragais, c'est à peu près au minimum 4-5 semaines de précocité à la récolte qui nous sont absolument indispensables pour pouvoir préparer les semences et les livrer à temps aux agriculteurs. En revanche, pour des espèces qui sont beaucoup plus thermosensibles ou plus sensibles à la sécheresse, on reste dans les Hauts-de-France. Les protéagineux, par exemple, apprécient particulièrement les étés, si possible, pas trop chauds et suffisamment arrosés. Et en plus, il faut 200 à 250 kg de semences à l'hectare. C'est donc très pondéreux, ça voyage très mal. Plus je suis près de ma base opérationnelle, mieux je maîtrise mes coûts de production. Alors, nous, les consommateurs, il y a quelque chose qu'on a appris à connaître ces dernières années, parce qu'on nous en a beaucoup parlé, c'est la loi Egalim. Alors, il y a même la loi Egalim 2, maintenant, je crois, de mémoire. Est-ce que ça vous concerne aussi, vous, les multiplicateurs de semences, ou vous, les semenciers, Thierry Maumont? Nous sommes concernés au même titre que sont concernés les acteurs qui travaillent avec la grande distribution. Mais oui, alors ça nous pose des problèmes parce que je ne pense pas que lorsque le législateur a pensé à Egalim,
il est pensé à la spécificité semences et agricole. Non, je pense qu'il pensait plutôt au pâté en boîte et au poulet. On est bien d'accord. Une nuggets de poulet. Et je peux vous dire que ça n'est pas une petite affaire que de réussir à retranscrire dans les spécificités du monde agricole les piliers de Egalim. Qu'est-ce qui pose problème, par exemple? Ce qui pose problème, c'est que je suis bien incapable, lorsque je signe un contrat avec un agriculteur, de savoir quel va être son rendement, sa qualité, la valeur de la marchandise. Il y a plein d'inconnus sur lesquels Egalim nous dit « Ah mais ça, c'est pas notre problème, vous devez vous mettre d'accord le jour où vous signez votre contrat ». Donc ça, c'est typiquement le genre de difficulté, mais il y en a d'autres. Hein. C'est vraiment une loi qu'on est parvenu, à force de négociations, que ce soit au sein de la filière, mais également avec les autorités compétentes, parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, la loi Egalim va pour toutes les professions. Ben non, ça ne marche pas. Et on a obtenu quelques arrangements, quelques dérogations sur un certain nombre de points. Pierre Paget, quand je parlais d'Egalim, je vous ai vu lever les yeux au ciel en disant voilà. Alors, je suppose que vous aussi, ça vous agace, cette loi Egalim. En tout cas, dans sa fabrication. Ça nous agace, non, ça nous agace pas, mais Thierry l'a dit, c'est une loi qui est pas réellement adaptée à nos métiers de production végétale. Je crois que c'est pas seulement le métier des semences qui est concerné. Après, il y a des outils dans Egalim qu'on a pris quand on parle d'indicateurs pour arriver à décomposer le prix de revient de nos productions, aussi pour pouvoir discuter avec nos partenaires d'aval. Il y a des outils qui nous intéressent dans Egalim, mais on ne peut pas avoir la loi qui s'applique de façon brutale, entière sur notre secteur. Et d'ailleurs, on a demandé, comme d'autres filières, à être exempté de la contractualisation obligatoire sur 3 ans parce qu'il y avait trop de contraintes qu'on n'était pas capable de gérer dans la durée. Donc, il y a eu cette souplesse-là qui nous a permis de prendre ce qui pouvait nous aider, mais de laisser le reste. Tout à l'heure, vous disiez, il y a un gâteau, on se partage le gâteau. Aujourd'hui, qui a la plus grosse part? Et là, je vous mets mal à l'aise et je vous fais tout un tas d'ennemis en 1 minute. Non, on ne va pas faire de langue de bois. La distribution prend une part très importante sur le gâteau des semences, en tout cas sur l'espèce que je connais le mieux, le maïs. Et donc, c'est aussi pour ça, et pour arriver à objectiver ça, qu'on a mis en place un observatoire pour savoir exactement de quoi on parle et revenir vers les distributeurs. Alors, peut-être pas immédiatement pour leur dire il faut que vous nous rétrocédiez tout ce que vous avez pris en trop, mais c'est comment on va gérer l'avenir, comment on a géré cette année-là ou cette année où on avait besoin de répercuter des hausses de coûts de façon très significative. On s'est appuyé sur ces indicateurs-là et c'est bien dans une démarche sur les années à venir qu'on veut travailler avec eux pour essayer d'abord de rééquilibrer, si autant faire se peut, cette répartition-là, mais aussi de mettre en place des outils qui nous permettent, je le disais tout à l'heure, d'être plus compétitifs et plus efficaces sur la mise en marché. Mais alors tous les trois, finalement, en vous écoutant, je me dis que vous avez un pouvoir énorme. Parce qu'imaginons une grande surface. Monsieur Nutella n'arrive pas à passer sa hausse des prix, il enlève le Nutella des rayons. On va pouvoir vivre pendant quelques semaines, voire quelques années sans Nutella. Vous, si vous enlevez les semences, par exemple, que vous vendez dans votre entreprise, il n'y a plus de production. Donc on est, pour parler vulgairement, dans une panade noire. Vous avez des moyens de pression énormes. Oui, mais c'est pas la mentalité du secteur de se servir de. C'est pas parce que vous êtes à l'origine de la filière agricole que vous devez vous comporter comme élément bloquant. C'est pas du tout notre vision du métier. Donc, je ne pense pas que ça arrivera. Ça n'est jamais arrivé et je ne pense pas que ça arrivera. Laurent? Non, pour compléter sur la question de la loi Egalim, aujourd'hui elle a été mise en place, donc ça oblige donc les structures agricoles et les syndicats qui discutaient l'établissement sur la rémunération de leur production à mettre en place des organisations de producteurs. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'un agriculteur, dans la filière, comme elle est organisée, il peut travailler directement avec l'établissement semencier, soit avec une coopérative qui est sous-traitante, qui travaille avec le semencier par intermédiaire avec l'agriculteur. Sauf que l'agriculteur lui-même, aujourd'hui, avec cette nouvelle loi, ne pourra traiter qu'avec un seul. Il ne pourra pas travailler avec les deux. Sauf que sur une exploitation, quand on fait un isolement de production et de multiplication qu'on implante dans notre culture, on peut avoir la même variété avec 2 ou 3 personnes différentes dans le même îlot. Donc aujourd'hui, c'est quand même un frein à la production et au développement. Et ensuite, par rapport à la rémunération, on nous dit de fixer un prix dès le départ, avant la mise en place,
Sauf que nous, nos productions, elles arrivent avec un paiement qui est 6-8 mois plus tard, puisqu'on a des qualités, notre production doit être loyale et marchande, et répondre à des critères de qualité, d'où on a la réponse qu'au mois de février, par exemple, sur le tournesol, sur de la germination. Donc en fait, on est obligé d'adapter les critères de cette loi pour pouvoir continuer à travailler et surtout travailler sereinement. D'où les indicateurs que j'ai évoqués tout à l'heure. Il nous faut retrouver tous ces indicateurs et surtout dans l'intériorité, sauf qu'on n'arrive pas du clic de la main à avoir toutes les données des productions de tous les producteurs de toutes les espèces en quelques mois. Et parce que quand on fait ces enquêtes, c'est pas gratuit, et monter une organisation de producteurs, c'est pas gratuit non plus. Et une organisation de producteurs, ce serait quoi? Ce serait une sorte d'entonnoir et tout arriverait par l'organisation de producteurs avant d'être dispatché dans les entreprises? Mais ça permettra que c'est le seul organisme qui permettra de discuter en bipartie avec l'établissement. Alors, quand vous dites ça, moi, je repense à ce qui s'est passé il y a quelques années avec vos collègues producteurs d'endives, qui avait créé une organisation de producteurs, et la Direction générale de la concurrence, de la répression des fraudes a considéré qu'il s'agissait comment on appelle ça? On avait appelé ça une organisation un peu mafieuse, de la mafia de l'endive, le cartel de l'endive, voilà. Est-ce que ça risque pas de vous arriver aussi, ça? Justement, tout est fait pour s'organiser, pour ne pas rentrer dans ce cadre-là et qu'il y ait bien une liberté d'échange et que personne ne se sente piégé ou prisonnier dans les discussions et les négociations, quoi. Thierry, passer par une organisation de producteurs, pour vous, c'est une bonne chose ou c'est un frein à votre business? Ah non, c'est une très bonne chose parce que lorsque vous négociez avec une organisation qui est représentative, votre accord a beaucoup plus de poids. Si on doit commencer à aller négocier le bout de gras avec chaque entité agricole qui produit, vous imaginez bien que là on parle de centaines voire de milliers d'agriculteurs, donc c'est pas techniquement ce serait pas réalisable. Donc à partir du moment où les organisations de producteurs respectent les intérêts de l'ensemble de ses membres et qu'elles mènent des discussions constructives avec leurs partenaires, non seulement elles sont souhaitables, mais elles sont indispensables. Pierre, SEMAE peut avoir un rôle moteur dans cette nouvelle configuration? SEMAE a un rôle essentiel puisqu'on est dans le processus de constitution des organisations de producteurs. Aujourd'hui, c'est un cadre européen qui a été déterminé par l'Union européenne et qui est décliné au niveau des États. Et la France, aujourd'hui, n'a pas intégré les semences dans le champ d'application des organisations de producteurs. Donc on est en train de faire ce travail-là avec le ministère de l'Agriculture pour faire en sorte que les semences et toutes les semences, toute la diversité des semences puissent intégrer le champ d'application des organisations de producteurs et pouvoir les mettre en place dans nos filières pour effectivement pouvoir sécuriser les discussions commerciales. Mais je crois que c'est pas le seul intérêt des organisations de producteurs, c'est aussi de travailler sur les conditions de production. Il y a tout un travail sur la technique qu'il faut faire et revenir, ce que je disais tout à l'heure, à essayer d'avoir une filière qui est plus compétitive et la relation entre les établissements et les agriculteurs à travers les OP le permet. Ça permet aussi de mutualiser certains moyens? Ça permet de mutualiser des moyens. Je parlais tout à l'heure de mutualisation du risque. C'est aussi à travers les OP qu'on peut le faire. Donc c'est vraiment un outil qui peut nous servir pour plein d'aspects en fait. Alors tout ça, est-ce que vous avez un calendrier? Est-ce qu'on sait à quel moment cette organisation de producteurs peut voir le jour? Le cadre réglementaire, on est en train de le travailler. On attend la sortie du décret, donc qui devrait arriver dans les semaines qui viennent, puisque le décret est prêt maintenant. C'est la signature du ministre qu'on attend. Donc, et une fois que le décret sera promulgué, à ce moment-là, on a un travail de terrain à faire pour constituer les OP et les faire rentrer dans le cadre réglementaire qui correspond. Et ce seront des organisations de producteurs par région? Comment ça va le maillage va se... Il y a des formes très différentes qui peuvent être mises en place. Donc d'abord, il y a tout le tissu coopératif qui est par essence des organisations de producteurs et donc qui va permettre de rentrer dans ce cadre-là. Et après, on peut avoir des organisations de producteurs territoriales, on peut avoir des organisations de producteurs qui sont attachées à une entreprise de production. Elles peuvent être sur une espèce, multi-espèces. Tous les formats sont possibles aujourd'hui et ce qu'on cherche à avoir, c'est de la souplesse. Laurent? Et toute la difficulté aujourd'hui, c'est que pour les producteurs sur le terrain, c'est un sujet qu'ils ne connaissent pas.
Il faut déjà qu'on arrive à faire approprier le sujet sur le terrain. Vous allez devoir évangéliser dans les régions? Non, parce qu'on est déjà organisé donc en association ou un syndicat ou de producteurs. Sauf que la finalité, le travail qui a été fait pendant les 50 dernières années n'était pas le même métier, puisqu'on travaille plus sur de la technique et de bonnes relations. Aujourd'hui, c'est parler d'un dossier bien précis, de le réorganiser, et sachant qu'il va falloir être des spécialistes de la discussion et de l'échange sur la négociation. Et donc, pour faire bien appréhender et comprendre donc, à nos producteurs tout l'intérêt des OP, aujourd'hui, c'est quand même un peu difficile sur le terrain. On voit bien quand on fait nos réunions, il y a très peu de personnes qui arrivent et qui disent c'est OK, il faut y aller, quoi. Ils disent mais attends, il faut voir d'abord comment ça va se passer. Pour le moment, je pense que les producteurs, une bonne partie, certains sont à fond à 100% pour démarrer dès demain, mais ce n'est pas en 6 mois que ça va se monter. Malheureusement, je pense que ça va prendre un peu plus de temps, quoi. Alors, moi, je voudrais, pour conclure, il nous reste quelques minutes, parler un peu de l'avenir. Je voudrais savoir tous les trois comment vous voyez l'avenir de votre métier, de votre profession. À la lumière de tout ce que vous avez dit aujourd'hui, est-ce que c'est encore une filière que vous conseilleriez? Il y a beaucoup de jeunes au Salon de l'Agriculture, beaucoup de jeunes qui sont un peu en recherche d'un devenir. Est-ce que ça fait partie des choses vous pourriez leur dire, bah oui, venez, parce que c'est un secteur d'avenir? On va commencer avec vous, Laurent, ensuite Pierre et Thierry. Dans tous les cas, oui, c'est un secteur d'avenir. Il y a toujours eu des agriculteurs, il y a toujours eu de la semence qui a été produite et multipliée pour les années suivantes. Il y a une partie pour l'alimentation de tous les temps et une partie qui était gardée pour la semence. Donc oui, le monde agricole change, il évolue. On sait très bien que dans les 3, 5 à 10 ans, on aura une grande partie de la population agricole qui aura diminué, le nombre d'exploitations qui vont changer, les méthodes de travail et les moyens qui vont changer, mais des semences, on aura toujours besoin et il y en aura toujours. Mais le modèle va changer. Pierre, métier d'avenir malgré toutes les contraintes, notamment les contraintes climatiques qui sont quand même très très importantes. Oui, c'est un métier d'avenir. Effectivement, il y a des contraintes qui s'appliquent aux agriculteurs, mais c'est aussi, les semences, c'est un secteur très innovant, c'est un secteur d'innovation et c'est un secteur qui va amener des solutions justement sur ces enjeux d'agroécologie, ces enjeux de climat. La génétique peut nous permettre et va nous permettre d'avoir des variétés selon les espèces qui seront mieux adaptées au milieu, une meilleure résistance aux bioagresseurs, une meilleure optimisation de l'utilisation de l'eau. Donc oui, on a besoin des semences, c'est un secteur clé et on a besoin d'agriculteurs qui s'investissent, mais encore une fois, c'est un secteur d'innovation et c'est toujours très intéressant et très enthousiasmant de travailler sur une production qui est aussi innovante. Oui. Thierry Momont, vous qui êtes au bout de la filière, filière encore qui a un bel avenir ou pas? Ou oui mais? Si on fait référence à la France en tant que pays producteur et premier exportateur mondial de semences, il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse attention. Je sais bien que comparaison n'est pas raison, mais il n'y a pas encore si longtemps que ça, la France avait une balance commerciale agricole très largement excédentaire. On est depuis peu, on a réussi l'exploit à devenir déficitaire. Et on peut constater que d'un point de vue semences, on n'est pas aujourd'hui dans une situation aussi mauvaise que notre balance agricole, mais on voit bien que les clignotants commencent à se mettre à une coloration qu'on n'aime pas trop. Et pourtant, il n'y a pas d'agriculture sans semences. Ne pas vouloir s'impliquer dans la production de semences, c'est presque un déni d'agriculture, puisque c'est le point de départ de toute production agricole. Et si les agriculteurs ne s'intéressent plus à cette production de semences, c'est un constat qui est à la fois grave et dont il faudrait se poser la question de savoir mais comment peut-on en arriver là, alors que c'est le point de départ. Rien ne se fait sans une semence, quelle que soit l'espèce que l'on cultive. Donc je pense qu'il faut qu'on se remobilise, il faut qu'on aille expliquer aux plus jeunes générations tout l'intérêt stratégique qu'il y a à s'impliquer dans la production de semences. Se mettre dans la production de semences, c'est s'ouvrir une fenêtre sur l'agriculture, c'est partager des informations qui sont indispensables à l'ensemble des cultures que l'on va avoir sur l'exploitation, et c'est participer à un effort collectif qui est celui de faire diffuser le progrès génétique et d'assurer des productions dans les meilleures qualités, à la fois de qualité sanitaire et écologique. Pourquoi on est dans le rouge? Ça a posé la question à nos chers hommes politiques.
Si ça tenait aux gens qui sont sur le terrain, on aurait probablement des idées assez différentes de celles qui sont proposées. Mais on a quand même la capacité en France à brader nos forces et nos opportunités à force de vouloir peut-être laver plus blanc que le blanc, être plus écolo que les écolos et à mettre des bâtons dans les roues là où il n'y a déjà pas besoin, parce qu'entre les contraintes liées au changement climatique et les contraintes liées à des obligations environnementales, je n'ai pas le sentiment qu'il soit nécessaire d'en rajouter dans la barque. Laurent, ce serait, on pourrait dire, laissez-nous travailler, non, c'est ça? Ben oui, laissez-nous travailler, donnez-nous les moyens de travailler, les moyens pour le futur de travailler. On a besoin, la semence, on en aura toujours besoin. Il faut surtout pour avoir les moyens d'innover rapidement, d'avoir tous les moyens, toutes les techniques d'évolution, d'innovation, pour faire face au changement climatique. Ça, c'est la priorité d'aujourd'hui. Et surtout à la transition agroécologique, on nous demande de changer nos métiers. Mais moi, je suis agriculteur, on m'a demandé de travailler d'une certaine manière. J'ai fait mes études, on m'a appris une manière, comment il fallait travailler mes terres. Et on me dit subitement, maintenant, du jour au lendemain, tu dois changer. Sauf que moi, bon, j'ai déjà mes crédits pour faire fonctionner mon exploitation. Je ne vais pas refaire des crédits pour la modifier à quelques années de la retraite si je peux continuer à être exploitant jusqu'à la fin. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait tous les moyens pour pouvoir continuer, techniques et économiques et innovants pour pouvoir travailler, quoi. On a l'impression, Pierre Pagès, que l'agriculture et aux agriculteurs, on vous demande de piloter un super tanker, mais avec l'agilité d'un Zodiac. Oui, on manque probablement d'agilité, on nous met beaucoup de contraintes, ça c'est indéniable, mais un tanker, pour faire un virage, il lui faut quand même un certain nombre de dizaines de kilomètres. Un Zodiac, c'est d'un coup de volant. On avait dit la première année où le président de la République est venu sur le salon, il avait rencontré les filières végétales et on lui avait dit c'est la durée de 2 mandats dont on a besoin, pas d'un seul mandat. Donc tout ça pour dire qu'effectivement on est sur des tendances lourdes, sur des virages qui mettent du temps. Créer une variété, ça prend 10 ans aujourd'hui. On a des débats aujourd'hui sur les nouvelles techniques de sélection qui peuvent nous permettre d'accélérer ça, mais encore faut-il qu'on ait un cadre juridique qui nous permette de les utiliser. Donc oui, on est sur du temps long, oui, on doit nous laisser une capacité d'adaptation, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, quand on nous enlève une molécule ou une solution de traitement brutalement, sans se poser la question de ce qui va se passer derrière. Ça nous met des handicaps. Donc on a effectivement besoin de se projeter. On est encore une fois une filière d'excellence. On a une position de premier exportateur mondial, deuxième producteur mondial. Si on veut la garder, c'est une question de souveraineté semencière pour l'Europe, c'est rien d'autre. Donc si on veut garder ça, il faut qu'on s'inscrive dans un temps plus long et qu'on donne les moyens aux agriculteurs, mais pas que, c'est les entreprises aussi qui sont en difficulté, donc qu'on nous donne le temps de nous adapter. Laurent ? Oui, pour compléter les propos de Pierre et de Thierry, on est aujourd'hui les premiers producteurs exportateurs de semences. Donc effectivement, très vite, ça peut s'inverser si on ne réagit pas rapidement. Juste donner un exemple, il y a une molécule qui a été retirée sur la betterave. Les néonicotinoïdes ? Je ne cite pas le nom, mais on était exportateur de sucre et j'ai entendu ces derniers jours que maintenant on est importateur. Donc la bascule peut se faire en quelques mois, quoi. Voilà. Donc on peut dire en conclusion que vous restez particulièrement vigilant, Pierre. Je crois qu'on reste confiant, on reste extrêmement déterminé sur l'utilité de notre secteur et sur la volonté qu'on a de le faire progresser, de continuer à avancer. Mais encore une fois, oui, on reste vigilant, un peu inquiet malgré tout de voir les évolutions qu'il va y avoir. Mais n'oublions jamais, on a l'habitude de dire ça dans cette maison, tout commence par les semences. C'est le premier maillon de la chaîne alimentaire. Donc faisons en sorte que les semences soient un outil au service d'eux et pas au contraire quelque chose qui est contre. Donc on est au service d'eux, des transitions qui sont devant nous aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Moi, je vous retrouve demain sur le plateau de Village Semences pour un nouveau numéro de Poussons le débat. Et n'oubliez pas, comme le disait Claude Lelouch, que le monde du partage devra remplacer le partage du monde. À demain.